Essentiel, le rendez-vous culture de RCJ, un monde de livres, Josiane Savigno. Bonjour et bienvenue dans ce monde de livres de février. Alors j'ai un seul invité, Alain Bentolila, mais pour un gros sujet, l'école, et pour son nouveau livre qui sort aujourd'hui, le 10, pour une école de la résistance qui paraît aux éditions Odile Jacob. Alors ce sont, pourrait-on dire, 16 commandements pour l'école. On n'aura peut-être pas le temps de les examiner tous, Alain Bentolila, parce que c'est pas un très très gros livre, mais c'est un livre qui dit beaucoup de choses. Écoutez, je vais lire la 4e de couverture parce qu'elle en dit beaucoup. À quoi bon se battre pour laisser à ceux qui arrivent une planète vivable si leurs esprits privés de mémoire et incapables de questionnement étaient condamnés à errer dans un désert culturel et spirituel à la merci du moindre mirage soumis au premier mot d'ordre. Alors Alain Bentolila, le bandeau de votre livre dit « L'école au cœur de la présidentielle ». Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas se battre pour laisser à nos enfants une planète vivable. C'est ce qu'on va essayer de faire. Mais donc je disais le bandeau du livre, c'est l'école au cœur de la présidentielle. C'est un vœu pieux. C'est un vœu. C'est un vœu qui, pour l'instant, reste pieux. Parce que, comme vous le savez, Josiane, finalement, quand on regarde les professions de foi, les programmes, etc., fort peu je vois pas beaucoup d'écoles. Parle véritablement de l'école dans sa dimension essentielle, qui est celle de former des citoyens. C'est vraiment la grande question. On va en avoir certains qui veulent doubler, tripler le salaire des professeurs, ce qui est une excellente chose, je n'en doute pas. On pouvait le faire. Mais ils ne savent pas une chose, c'est que les maîtres aujourd'hui, oui, ils savent qu'ils sont mal payés. Et ils mériteraient d'être mieux payés. Mais vous dites aussi qu'ils sont mal formés, puisqu'on parle de ça. Mais ils sont surtout mal formés, mais et en plus, ils n'ont pas... on ne leur dit pas à quel point ils sont importants. Parce que si on les paye bien, c'est parce qu'ils sont importants. Mais il faut commencer par leur dire qu'ils sont essentiels. Que c'est sur eux qu'on compte, que s'ils ne sont pas à la hauteur de leur tâche, alors nos enfants, au sortir de l'école, seront crédules et vulnérables. Mais justement, vous dites ça, et vous parlez de ça, parce que la première question dans votre livre, le premier chapitre, c'est résister à quoi et pourquoi, et vous constatez que le problème ne se pose pas seulement dans les quartiers qu'on dit défavorisés, mais qu'il se pose partout, et qu'on va vers des enfants que l'école a négligés, dites-vous, et qui risquent d'être vulnérables et crédules. Voilà, vulnérables et crédules, ce sont deux mots terribles, parce que quand nos enfants sortant de l'école à 16 ans, pour certains, sans diplôme, pour certains. Plus de 180 000 enfants sortent de l'école aujourd'hui, à 16 ans, sans diplôme, sans le moindre diplôme. Même pas le brevet des collèges, ce qui n'est pas grand-chose. Ne parlons pas du bac, mais ils sortent à 16 ans comme ça. Et ils sont jetés dans un monde qui est infiniment plus dangereux que celui dans lequel nous avions l'habitude de vivre. Bien sûr, les attentats, bien sûr, mais c'est surtout ce monde où on va les manipuler, où on va leur faire croire des choses qui ne sont pas, où on va les embrigader dans des batailles qui ne sont pas les leurs, où on va leur donner une spiritualité dévoyée. Voilà le monde dans lequel... Et en plus, ce monde, il est porté par une force considérable qui est la force des réseaux sociaux. Et donc, vous voyez, Josiane, la question qui se pose ici, c'est comment est-ce que l'école s'acquitte de sa tâche essentielle qui est de former des résistants. Résistants intellectuels. Ça passe par la maîtrise du langage. Alors, vous définissez 5 axes. Vous pouvez en parler, 5 axes, et ça commence à la maternelle. Oui, ça commence à la maternelle. Il est clair que tout commence très tôt. Et tout ne finit pas à la maternelle, fort heureusement. Les gens qui vous disent... J'étais au Maroc il n'y a pas longtemps, l'ambassadrice qui ouvrait ma conférence dit « Ah, M. Bentolila qui dit que tout finit
tout est joué, dit-elle, tout est joué à 5 ans. Et donc, je l'ai repris très gentiment, bien sûr, avec beaucoup de courtoisie, en lui disant non, heureusement, tout n'est pas joué à 5 ans. Mais tout commence là. Les choses commencent à ce moment-là. Et plus on va avancer dans ce long couloir, plus on va avancer, plus les choses vont devenir compliquées, difficiles, et la sortie bloquée. Mais qu'est-ce qu'on doit faire à la maternelle et qu'on ne fait pas bien ? C'est très simple. À la maternelle, il faut s'assurer que les enfants ont une maîtrise suffisante du langage oral. C'est ça la tâche de la maternelle. La maternelle n'est pas d'anticiper sur l'apprentissage de la lecture. Il faut oublier ça. C'est la parole verbale, la verbalisation. C'est savoir comment on parle, pourquoi on parle, les enjeux du langage, le fonctionnement de ce langage, et à partir de là, être capable effectivement de le maîtriser, c'est-à-dire de dominer son langage, être capable de faire passer sa pensée, même à 5 ans, faire passer sa pensée dans l'intelligence de son père ou de sa mère ou de son père, et recevoir la parole des autres avec autant de joie, de satisfaction que de vigilance. Donc la lecture, c'est plus tard. La maternelle, c'est après. La verbalisation, acquérir des mots. Mais si on n'a pas cette maîtrise du langage oral, alors l'apprentissage de la lecture et de l'écriture, quelque méthode que l'on utilise, sera saccagé, parlons-en des méthodes, puisque vous parlez des polémiques qu'il y a eu sur diverses méthodes, etc. Ouais. Mais quelle est la bonne alors ? La bonne méthode, c'est la méthode intégrale, c'est-à-dire la méthode qui donne autant d'importance à la connaissance du code, c'est-à-dire le fait que quand un enfant identifie la lettre R, qu'on lui a soigneusement montré, parmi d'autres, etc., ils comprennent que cette lettre R correspond au son R. Si on est à Parisien, si on est ailleurs, ce sera un peu différent, mais de toute façon, il y aura toujours un son et un seul. Il y a 100% de chances que le R, comme les deux R, bien sûr, correspondent à un seul et même son. Et c'est le principe même qui est le principe du code. Évidemment, c'est comme ça qu'on commence l'apprentissage de la lecture, correspondance entre lettres et sons, puis combinaison de lettres. L'enfant s'aperçoit qu'avec 5 lettres, il est capable de fabriquer des milliers de combinaisons possibles, à partir du moment où on accepte 2 ou 3 syllabes, et que parmi ces milliers de combinaisons, il y en a quelques-unes qui font des mots, qui ont été sélectionnés pour faire des mots. Et donc, il rentre dans la lecture, évidemment, par les mécanismes du code. C'est comme ça qu'on y entre. Mais en même temps, comme dirait notre président, mais en même temps, il va comprendre à quoi tout cela sert. Parce que c'est laborieux. Voilà. Le R, la lettre R consonne, la lettre S, oui, mais attention, parce que s'il y a une voyelle derrière, ça fait ZE, et si, bon. Donc, tout ça, c'est de la mécanique qu'il faut engranger dans sa tête, et c'est laborieux. Il faut que l'enfant sache pourquoi il le fait. Et par conséquent, dès la maternelle, on va lui lire des textes. On va lui lire des textes de belles histoires. Pas seulement pour lire des histoires, mais pour lui montrer qu'un texte lu par la maîtresse se questionne, qu'on comprend, qu'il y a des images qui naissent de ce texte, que certaines sont admises par ce texte et d'autres pas. Et donc, on va commencer à la maternelle à faire monter, au cours préparatoire, la bonne méthode, c'est celle qui va faire monter à la fois une bonne maîtrise du code et à la fois les magnifiques images que des histoires. Alors, toutes ces polémiques, elles sont nées de quoi ? Certaines personnes se sont affrontées sur les méthodes, oui, en disant bien qu'il sûr, y a une meilleure méthode que celle que vous venez de décrire. Oui, parce que le rêve de tous les ministres de l'Éducation nationale, c'est d'en finir une fois pour toutes avec l'illettrisme. Et en fait, qu'on trouve un médicament contre l'illettrisme, et les médicaments
tantôt ont été le code, syllabique, etc., be et aba, et tout est réglé. Et tantôt, ça a été pas du tout jamais ça. Mettez-le dans un texte, comme vous mettez votre enfant dans une piscine, les bébés nageurs, et petit à petit, il va supputer. Ça a marché ou pas ? Rien n'a marché, ni l'un ni l'autre. Non, ni l'un ni l'autre. Alors, parce que vous dites en fait que il faut un juste équilibre entre code et sens. Absolument. C'est ça, c'est ce que vous venez de décrire. Voilà, tout à fait. Le juste équilibre était entre code et sens, et les dernières... et pendant un temps, on a voulu que code ou que sens. Que sens. Et puis on s'insultait. Oui, il faut soyeur de l'éducation. La syllabique qui ne fait pas de sens. Et les autres disaient oui, mais vous mettez l'enfant dans un texte, il va s'y noyer. Et la lecture n'est pas une question de supputation, c'est une question de précision. Voilà. Et ces deux camps. Et le pendule, malheureusement, ne s'est jamais arrêté au milieu. Le pendule était soit tout à fait, alors plutôt à gauche, pour ceux qui faisaient rentrer l'enfant dans le texte, les baignets de la piscine, et tantôt à droite, pour ceux qui, au contraire, disaient be et aba, point de salut autre part. Et les résultats, c'est 10,5% d'illettrés. Est-ce qu'on est arrivé à une harmonie maintenant ? Toujours pas ? Alors, il y a un certain nombre de propositions, dont celle que nous faisons avec mon équipe à Paris-Descartes, qui est effectivement la méthode intégrale, qui accorde autant d'importance à l'un qu'à l'autre. Mais elle est appliquée par les maîtres ? Elle commence à l'être, oui. Elle commence à l'être, fort heureusement, parce qu'autrement, ça serait désespérant. Mais encore une fois, pour revenir un tout petit peu à la première question, si on n'a pas réglé le problème de la maîtrise du langage oral, quelques méthodes, même la méthode intégrale, ne réglera pas la question de la lecture et de l'écriture, pour une raison très simple que vous allez comprendre, Josiane, très très facilement. Un enfant, les enfants qui ont le moins de mots, quand ils rentrent au cours préparatoire, ils culminent à 300-350 mots. 300-350 mots. Mais alors que ceux qui en ont le plus sont à quasiment 2000. Ce ne sont pas les mêmes enfants. Ils ne jouent pas dans le même cours et ils ne disent pas le monde de la même façon. Mais plus encore, ceux qui ont 300 mots seront incapables, lorsqu'ils auront traduit en son ce qu'ils voient en lettres, d'avoir un répertoire qui leur répond « il y a quelqu'un au numéro que vous avez demandé ». C'est-à-dire qu'en fait, comme il y a peu de mots, le répertoire mental qui est interrogé par le biais du déchiffrage, c'est-à-dire par le biais de la transformation en son des lettres, ce répertoire mental est trop pauvre pour pouvoir fournir le sens. Et donc on a des perroquets qui répètent le son sans aller au sens. Vous citez des choses effrayantes. Vous parlez d'une étude, je ne sais pas ce que c'est, PIRLS, vous allez l'expliquer. Peirce, oui. Et vous dites une étude internationale de très haut niveau. Qui signale que beaucoup d'enfants de 10 ans ne comprennent pas ce qu'ils lisent et ne savent pas ce que lire veut dire. Tout à fait, c'est ça. C'est quand même assez Mais les études PISA disent qui sont les études européennes, disent exactement la même chose. Et malheureusement... Et ça vient de quoi ? D'une faillite de l'école ? Alors là, on va venir à ce que vous proposiez tout à l'heure, c'est que la formation des maîtres s'est tellement détériorée. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il s'est passé, si vous voulez, que la formation des maîtres a été confiée, donnée, offerte à l'université. Vous voulez dire la fin des écoles normales d'instituteurs ? Voilà, à la fin des écoles ça normales, tout passe sous la tutelle de l'université. Et les écoles normales d'instituteurs, vous pensez que c'était une bonne filière de formation ? Alors c'était en tout cas une filière intéressante, importante, parce que ceux qui dirigeaient ces écoles normales et ceux qui y enseignaient avaient une vraie expérience de l'enseignement dans les classes. Pour vous dire une chose très simple, moi j'ai un laboratoire, j'ai une trentaine de chercheurs. Ils ont tous évidemment les diplômes pour, mais c'est pas ça qui m'intéresse. Moi, on ne rentre chez moi que si on a 10 ans d'expérience dans les classes, de pratique. Sinon, on rentre pas. Parce que on dit trop de bêtises quand on n'a jamais mis les pieds dans une classe. On dit trop de bêtises
on rêve des choses. Et là, les IUFM, ça a été un rêve universitaire qui a fait que on a eu cette grande idée de mettre l'enfant dans la piscine pour qu'il se débrouille, etc. Ça, c'était porté par les UFM. Mais pas seulement ça. Hein. C'était de la pédagogie ou du pédagogisme, comme diraient certains, qui ne menait pas les enfants véritablement à une efficacité de parole, de lecture, d'écriture. En mathématiques, c'était pareil. Mais est-ce qu'on en est revenu ? Alors, on en est revenu, on a changé de nom. C'est plus des UFM, c'est des INSPE. Ne me demandez même pas ce que ça veut dire, parce que j'ai oublié. Ça fonctionne ? Ça ne fonctionne pas mieux. Ça fonctionne. Pour que ça fonctionne, il faut sortir la formation des maîtres de la tutelle universitaire. Un universitaire n'est pas fait pour former. Il faut recréer quelque chose comme les écoles normales d'autrefois. Il faut recréer quelque chose un peu comme les écoles normales autrefois, et il faut absolument que dans ces nouvelles écoles, la part de pratique, l'alternance se fasse de façon très forte. Que aujourd'hui, par exemple, pour présenter le concours de ces écoles, INSPE, etc., ouais. Vous pouvez vous présenter avec une licence d'anthropologie, par exemple. J'ai rien contre l'anthropologie, je trouve que, c'est magnifique. On a des exemples. En principe, ça sert à autre chose. Mais on ne fait pas une licence. Enfin, ce qui est demandé à quelqu'un qui se destine au métier d'instituteur n'est pas contenu dans la licence d'anthropologie. Il faudrait faire des licences pluridisciplinaires dans lesquelles on travaille sur les maths, sur la linguistique, sur la psychologie de l'enfant, quand même. Et que tout ça fasse une licence vouée, dédiée à l'enseignement. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que quand il rentre dans une école, quelle qu'elle soit, et quel que soit son nom, qu'on lui apprenne le métier, c'est-à-dire qu'on fasse des stages suffisants dans les classes, qu'on analyse la pratique qu'il a dans une classe. Aujourd'hui, écoutez, on va... La formation des maîtres est catastrophique, l'image des maîtres est catastrophique, l'appétit des jeunes étudiants pour le métier d'enseignement est complètement absent, et par conséquent on a aujourd'hui d'abord on recrute à 6 sur 20 au concours, dans certaines académies, pas toutes, mais par exemple l'académie de Créteil, on a recruté à 6 sur 20. Et quand malgré tout ça, on n'a pas quelqu'un à mettre devant les élèves, on va sur Boncoin et on recrute. Et pourtant, on connaît tous des maîtres qui font encore leur métier avec enthousiasme et de manière extraordinaire. Je les côtoie tous les jours, des maîtres formidables qui travaillent d'une façon... mais petit à petit, ce métier se dévalue, il se dévalue socialement, il se dévalue financièrement, il se dévalue sur le plan de la formation, et donc une vraie question se pose aujourd'hui. Il faut reprendre complètement la formation des maîtres et en faire quelque chose à la hauteur de ce qu'on attend des maîtres aujourd'hui dans notre monde. C'est eux qui ont en main, si j'ose dire, la raison de nos enfants. Mais c'est un chantier énorme, non ? C'est un chantier considérable. Mais ils attendent ce discours. Il faudrait un ministre de l'Éducation qui prenne l'affaire à bras-le-corps. Oui, mais ils attendent ce discours, les maîtres. Ils attendent que leurs dirigeants leur disent nous comptons sur vous, vous êtes essentiels. Mais ils le sont, c'est... Non. À l'heure actuelle, ils ne le sentent pas. Ils se sentent délaissés. Non, ils ne le sentent pas, mais ils le sont essentiels. Ils sont vraiment le nerf de la guerre. Ils sont essentiels, mais ils n'en sont pas persuadés parce qu'on les a perdus dans des querelles.
ont leur part de responsabilité dans cette affaire, se battant pour toute autre chose que pour ces choses absolument essentielles. Mais je voudrais revenir à quelque chose que vous dites à propos du sens et de ces jeunes qui ne comprennent pas. Et vous dites une phrase qui m'a beaucoup intriguée. Les inventeurs de sens sont venus remplacer les déchiffreurs maladroits. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça, c'est une enquête qu'on a faite il y a 6-7 ans à peu près, auprès des jeunes qui passent ce qu'on appelle la journée de défense citoyenne, JDC. Et donc là, c'était moi qui l'avais instauré à l'époque, on a un test qui est toujours là, un test qui permet de savoir le niveau de lecture ou le niveau d'illettrisme, comme diraient certains, de ces jeunes gens et de ces jeunes filles qui arrivent là à 16 ans au moins et qui, pour certains, ont 18-19 ans. Bon. On a donc récupéré 1000 jeunes qui étaient en situation, qui étaient révélés en relative difficulté de lecture. C'est-à-dire qu'ils lisaient difficilement un texte de 5-6 lignes et en tiraient quelque chose. Bien. On les a reçus individuellement. Ça a duré 6 mois, cette affaire. J'avais mobilisé 6 personnes de mon équipe. Bon. On leur présentait un texte qui était une petite histoire qui était présentée comme un article de journal. Et on leur disait, lisez-le tranquillement, prenez votre temps. Et puis dites-nous quel film vous êtes fait dans votre tête. Il n'avait pas à le lire à haute voix. Non, vous pouvez le lire à haute voix. On les laissait faire. Mais dites-nous ensuite vous aurez à nous dire... De quoi ça parle. De quoi ça parle, exact. Sur 1000, 650 nous ont raconté une histoire complètement très cohérente. Très cohérente. Et qui n'était pas ce qui était écrit. Voilà. Ah, c'est ça, ça ne correspondait les inventeurs de sens. Parce que je prends juste l'exemple. L'histoire commence par la phrase suivante. C'était un jeune homme qui travaillait dans une pharmacie. Et ensuite, on explique que c'est un fan de soucoupe volante. Il en construit une, patati, patala. Bon, et puis voilà. Il se fait voler la pellicule. Bon. Il démarre, lui, l'histoire qu'il nous raconte en disant, c'est un type, il rentre dans une pharmacie. Il demande des produits au pharmacien, le pharmacien ne veut pas lui donner, il lui casse la gueule, les flics qui arrivent, ils le chopent et ils le mettent en prison. C'était une petite nouvelle. Ce qui est une petite nouvelle. Mais sans rapport. Qui tient sur quoi ? Sur pharmacie. Ouais. Donc en fait, si vous voulez, on a 60%. C'est énorme. De jeunes en situation d'illettrisme qui ne sont pas des laborieux. C'est-à-dire, ce ne sont pas des gens qui... Mais est-ce qu'ils lisent ? Ils lisent sans comprendre, c'est ça ? Alors, quand on les regardait bien faire, ils ont un regard qui est un regard radar. Mais si on leur demande de verbaliser leur lecture, ils peuvent le faire ? Certains qui nous ont raconté des histoires qui n'avaient rien à voir ont lu à haute voix et de façon relativement rapide. Donc, sauf qu'ils ne comprenaient pas ce qu'ils lisaient. Donc c'était une autre forme d'illettrisme. C'est pas ne pas savoir lire, c'est ne pas comprendre ce qu'on lit. Ne pas comprendre que la lecture, c'est faire du sens avec les mots d'un autre. Là, ils font du sens, mais pas avec les mots d'un autre, avec leur toute-puissance imaginative. Et c'est ça qui est peut-être un des éléments les plus inquiétants. Parce qu'à un moment donné, à la fin de ce chapitre, je dis, a-t-on gagné au change ? Oui. Et je réponds non. Non, on n'a pas gagné au change parce que moi, je me débrouillerai beaucoup mieux en face d'un jeune laborieux, à qui je vais essayer de fluidifier la lecture, etc., plutôt qu'avec un jeune qui ne sait pas ce que parler veut dire. C'est-à-dire que parler, c'est faire du sens avec les mots d'un autre, que je fais du sens, mais que je dois le plus profond respect à cet homme et à cette femme qui ont écrit, et qui, peut-être sont-ils morts, m'ont légué ce testament spirituel, et que ce testament spirituel, je lui dois du respect. Et avoir du respect, ça veut dire ne pas dire n'importe quoi, ne pas faire dire n'importe quoi à ce texte qu'ils ont. Et
je trouve les résultats de cette enquête particulièrement inquiétantes. Ah oui. Et comment vous définissez l'illettrisme ? Est-ce qu'il y a une définition claire de l'illettrisme ? La définition de l'illettrisme, elle est simple. C'est quelqu'un qui a suivi un parcours scolaire, chaotique évidemment, mais qui arrive à la fin de ce parcours scolaire avec une difficulté particulière de lire un texte de plus de 5-6 lignes et d'en tirer quelque chose. Alors, vous me direz, c'est pas très précis. Non, c'est pas très précis, mais on sait, si vous voulez, que parmi les 11% d'illettrés, on a des degrés particuliers. On a à peu près 4% qui n'arrivent pas à déchiffrer le moindre mot, et puis on avance comme ça jusqu'à celui qui lit une phrase et pas plus, et à celui qui arrive à épuiser au bout de 5-6 lignes de texte. Voilà. Donc, c'est une population de combien de personnes, vous diriez ? 3 à 4 millions de personnes, à peu près. C'est beaucoup. Ah oui, 10,5%, mais je suis encore loin du compte. Je ne compte pas ceux qui sont en situation de difficulté, mais qui déchiffrent les mots, voire comprennent une phrase ou deux. Dans cette statistique, vous comptez des gens qui ne sont absolument incapables de lire même le nom Ah oui, du métro. Alors, vraiment incapables. C'est assez rare, parce que ça c'est plutôt de l'analphabétisme. Vous voyez, Josiane ? Ah oui. C'est un analphabète, c'est vraiment quelqu'un qui n'a jamais été à l'école. Enfin, moi, j'en ai... C'est ça, les illettrés... J'ai passé mes plus belles années... Ça, c'est important. Les illettrés ne sont pas des analphabètes. Ah non. Un illettré, c'est quelqu'un qui a dépassé le stade du déchiffrage syllabe après syllabe, voilà. Et les gens qui ne peuvent pas lire du tout sont des analphabètes. Voilà, auxquels c'est il faut apprendre... celui qui a un mal fou à lire Clémenceau, avenue Clémenceau. Là, on est voilà. Et donc, de ce point de vue-là, il ne constitue qu'une infime minorité. Ils ne sont pas très nombreux quand même. Mais bien sûr. Ils étaient 50% à la fin du 19e. Là, on a quand même fait des progrès. Voilà. Ils étaient quand même 50%. Ils sont moins de 0,5% aujourd'hui. Donc là, on ne peut pas dire que l'école de la République a complètement échoué, de ce point de vue-là. Mais... on peut se demander si les analphabètes de la fin du 19e étaient plus malheureux et plus difficilement intégrables dans la société que nos illettrés d'aujourd'hui, parce que les exigences aujourd'hui sont beaucoup plus importantes. Mais ils sont d'une certaine manière exilés. Les illettrés. Oui, ils sont exilés, ils ne peuvent pas suivre leurs enfants. Enfin, ce qui revient quand on les interroge, c'est souvent ça. J'aimerais tellement pouvoir aider mon petit qui est au cours préparatoire, qui a du mal, je sais qu'il a du mal et je suis incapable de l'aider, etc. Ce genre de choses, quoi. Et alors vous dites aussi qu'il faut fabriquer de l'intime avec du conventionnel et savoir associer endurance et plaisir. Ouais. Ça me paraît un très bon programme, mais vous pouvez développer ça un petit peu ? Voilà, il faut associer de l'intime avec du conventionnel. Oui, parce que imaginez par exemple, Josiane, que vous lisiez et que nous lisions tous les deux la même première page d'un livre qui nous dit la jeune femme dansait sur la plage, sur le sable, pardon, et le vent faisait chanter les roseaux. Voilà. On lit ça tous les deux, voilà. L'image que vous faites... Moi, c'est la plage. C'est la plage, mais la femme, vous avez vu une femme. Oui. Mais... Moi, je l'ai vue brune, vous l'avez vue blonde. Vous l'avez vue blonde, je l'ai vue brune. Grande ou moins grande. Le sable est rouge ou blanc. Les roseaux, etc., etc. Et le chant des roseaux, vous vous l'êtes imaginé d'une certaine façon. Et donc, évidemment, ça, si vous voulez, c'est effectivement l'intime. C'est-à-dire, c'est parce que nous ne sommes pas les mêmes, vous et moi. Nous avons eu notre vie, nous avons lu nos livres. Nous avons eu l'endurance d'aller jusque-là, c'est ça ? Voilà. C'est ça, et nous avons une singularité particulière. Mais, d'un autre côté, ni vous ni moi n'avons eu l'idée de penser que la femme chantait.
Non, c'était pas dit. Et non, ce qui chantait, c'était les roseaux. Oui. Et nous n'avons jamais imaginé que les roseaux dansaient. Mais les inventeurs de sens auraient bien... Mais absolument. Et donc, si vous voulez, pourquoi ? Parce que nous respectons les conventions. Les conventions que la personne qui a écrit ce texte nous a envoyées, nous les respectons. Lire, c'est respecter les conventions et en même temps ouvrir le texte à notre intimité, ou faire en sorte que notre intimité imprègne le texte. Et en fait, si vous voulez comprendre, c'est toujours avoir cet équilibre entre ce qui est de l'ordre de l'imagination et ce qui est de l'ordre du respect que l'on doit au texte. Et là, ça suppose qu'on sait déjà lire. Absolument. Alors, vous parlez d'une application qui s'appelle la machine à lire. Oui. C'est quoi cette application ? Alors, c'est une machine Elle est sur les téléphones portables, elle est partout, on peut la voir partout, elle est gratuite en plus. Oui. Et ça a l'air bien intéressant, vous pouvez en parler un peu ? C'est très intéressant la machine à lire, c'est une des applications que nous développons à l'université. C'est votre équipe qui l'a développée ? C'est moi qui l'ai imaginé et ensuite on l'a fabriqué ensemble. C'est en fait, en réfléchissant, j'y ai pensé parce que je voyais à quel point et j'avais lu un certain nombre d'articles qui venaient des États-Unis et du Canada qui disaient que le problème le plus préoccupant, c'était pas tant les illettrés, parce que bon, ils culminent à 10%, ce qui est beaucoup, hein, quand même, énorme. Mais au-dessus de cela, il y a ce qu'ils appellent poor readers, c'est-à-dire les peu lecteurs, les pauvres lecteurs. Et les pauvres lecteurs, c'est ceux qui ne dépassent pas un certain seuil de lecture. C'est-à-dire qu'ils ne lisent pas un livre entier. Jamais. Non, ils n'arrivent pas à lire. Enfin, d'après ce que dit Bloomington, l'université de Bloomington, ils n'arrivent pas à dépasser 2500 signes. Et 2500 signes, paf, ils arrêtent. Pour plein de raisons. Fatigue, difficile de continuer le labeur, mais aussi la peur du vide, la peur de l'inconnu, l'épaisseur des pages qui restent à lire. Enfin, toutes ces questions-là sont des questions qui font que aujourd'hui, si on en croit les travaux qui ont été faits au Québec et à Bloomington, et ceux que nous avons fait par ailleurs, nous, il y a un peu plus de 25% de poor readers, c'est-à-dire, comme vous l'avez tout à fait dit, ceux qui ne liront jamais un livre. Et donc qui seront exclus de tout ce qui fait notre vivre ensemble, j'aime pas beaucoup ce mot, mais voilà, cette culture qui nous réunit. Cette culture qui nous réunit, c'est aussi la culture des livres. Et l'école a abandonné complètement cette mission, qui était la mission de faire rentrer dans un livre. Donc c'est ça qui me venait. Et puis, il se trouve que quand j'étais petit, j'avais des crises d'asthme terribles. Et donc... il y a des grands écrivains qui ont survécu à ça. Et puis j'avais un prof de gym qui un jour m'a dit, écoute, j'en ai marre de devoir te mettre de côté chaque fois qu'on fait quoi que ce soit. Si tu veux, moi je te prends tous les après-midi, tu viens au stade et je vais te montrer qu'on peut faire quelque chose. Donc j'y vais. Et il me dit maintenant on marche. Et on marche. Et j'avais déjà du mal. Et puis il me dit maintenant on va trottiner tranquillement, sans trop, mais on trottine. Quand tu seras fatigué, quand tu n'en pourras plus, quand tu n'auras plus la capacité de respirer, à ce moment-là, on se remet à marcher. On ne s'arrête pas, on se remet à marcher. Et pendant 2 ans, il m'a pris comme ça. Petit à petit, j'ai grignoté. J'ai avancé. J'ai couru plus que marché.
Et c'est ça qui m'est venu à la tête. Et c'est comme ça qu'on passe au concept de la machine à lire ? Absolument, c'est Alors, comme ça. Comment ça se passe ? Alors, la machine à lire, c'est exactement la même on chose. se connecte sur une application. On la se machine met à à lire. l'application, on a une bibliothèque, on Oui. choisit un livre. Il y en a des longs, il y en a des moins longs. Les thèmes sont décrits, donc on peut choisir ce qu'on veut. Et puis, la machine commence à vous dire l'histoire. C'est un comédien qui commence à lire. Ah, c'est la machine, enfin, Voilà, raconte. on démarre et puis Raconte. on écoute. Et là, c'est pas de la lecture, c'est raconter C'est l'histoire. raconter Donner cette histoire. Oui. On lit l'histoire. Le texte ne s'affiche pas, surtout pas, parce qu'on n'écoute pas avec le texte sous les yeux, parce qu'autrement, ni on écoute, ni on lit. Et au bout d'un moment, la machine vous dit « Allez, maintenant, tu as suffisamment écouté, ça va être à toi. Ça va être à toi de lire tranquillement. Mais si tu es fatigué, tu as un bouton là en haut à droite, tu appuies dessus et la machine va prendre le relais. » Et donc on avance comme ça avec un système très 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 fin qui. Et on lit à haute voix. La personne doit lire à haute voix. Elle fait ce qu'elle veut. Fait ce qu'elle veut. Elle fait ce qu'elle veut, sauf qu'à l'écran il n'y a que le texte écrit. Et donc elle a. Si au bout d'une page ou même de 5 lignes, c'est trop dur, elle appuie et l'audio reprend la suite. Mais à chaque fois qu'elle appuie, elle perd un peu de bonus, c'est-à-dire qu'on va la réinciter plus vite. Elles sont programmées pour amener un Poor Readers à peu près 60 à 70% de lecture autonome. Et vous avez vu des résultats ? Ah oui, c'est extraordinaire. Alors, il y a 2 choses qui jouent. L'une qui ne me plaît pas trop, c'est le côté ludique et il y a un côté interactif et l'écran, tout. C'est vrai etc. Mais pourquoi pas, après tout, si ça rassure le gamin, pourquoi pas. Et puis, il n'y a pas cette épaisseur du livre qui est une épaisseur effrayante pour un peu lecteur. Et donc, petit à petit, il avance. Il choisit des livres de plus en plus longs. On a 3 catégories de lecteurs, 1, 2, 3, et donc selon la catégorie, l'alternance obligée est plus importante, bien sûr, mais les résultats sont extraordinaires, parce que pour une fois, finalement, il est le maître du jeu. Mais il faut que tout le monde se connecte sur la machine à lire, même pour le plaisir. Moi, ça me fait envie. Alors, on a une machine à lire depuis l'école maternelle jusqu'au collège-lycée. Et donc, chacune, évidemment, propose des choses très différentes. C'est que dans l'application, on peut choisir certains... Ce sont des machines à lire différentes. Il y en a une pour la maternelle, il y en a une pour le CE1. Il y en a une qui est extraordinaire, qui est pour les allophones, c'est-à-dire ceux qui ne parlent pas français, avec 6 langues au choix. Et là, l'alternance se fait entre langue maternelle et langue française. Ah oui. Et ça marche très très fort. Mais c'est un sacré truc, j'allais dire. Mais alors, je reviens à votre livre quand même, parce qu'il ne faut pas qu'on s'éloigne trop. Et vous dites que l'école doit soigneusement distinguer entre insuffisance et abus. Ça, il va falloir que vous m'expliquiez un peu plus précisément ça. Et vous citez la République de Platon, quand même, des propos qui datent de 2500 ans. Oui. Ça vaut quand même la peine de les rappeler. Lisez-les, Josiane. Lorsque les pères s'habituent à laisser faire les enfants, lorsque les fils ne tiennent plus compte de leurs paroles, lorsque les maîtres tremblent devant leurs élèves et préfèrent les flatter, lorsque finalement les jeunes méprisent les lois parce qu'ils ne reconnaissent plus au-dessus d'eux l'autorité de rien ni de personne, alors c'est là, en toute beauté et en toute jeunesse, le début de la tyrannie. En toute beauté et en toute jeunesse. On en est là ? On en est là avec les jeunes illettrés de tout à l'heure, c'est-à-dire ceux qui inventaient le sens. Mais c'est aussi ce qui se passe dans nos écoles, c'est-à-dire cette confusion entre ce qui est règle et ce qui est abus. C'est-à-dire qu'une règle, par exemple, mettre le sujet avant le verbe, ça n'est pas un abus, ça n'est pas une contrainte, c'est une chance. C'est ce qui permet de dire aussi bien que la chèvre a mangé le chou que le chou a mangé la chèvre.
imaginez, hein, le chou a mangé la chèvre. Je suis capable de dire cela parce que, et uniquement parce que nous partageons tous les deux cette règle non négociable, qui est que si le sujet se place, si un mot se place avant le verbe, il devient le sujet, c'est-à-dire l'agent de l'action que le verbe représente. Et c'est ainsi que Galilée a pu dire que la Terre tournait autour du Soleil, contre toutes les opinions de ses juges, mais contre ses yeux à lui, c'est-à-dire que quand il lève les yeux au ciel, il voit le Soleil qui monte, qui culmine, qui descend, et donc lui, restant immobile, normalement, Galilée aurait dû dire « le Soleil tourne autour de la Terre ». C'est ce qu'il voyait, et pourtant, c'est d'ailleurs comme ça qu'il le dit vraiment, et pourtant la Terre tourne autour du Soleil, et pourtant ça veut dire, et pourtant ma pensée dépassant mes yeux est capable, grâce à la grammaire, là il n'a pas dit ça, mais c'est moi qui le dis, grâce à la grammaire, d'imposer à des gens mal intentionnés que sont les juges de pouvoir, de comprendre ce qu'ils voulaient leur faire comprendre. Et vous venez de prononcer deux mots importants, contrainte et grammaire. Ouais. On a l'impression que tout est maintenant est vécu comme cet apprentissage est vécu comme une contrainte, comme et non une contrainte. Une libération. Voilà, comme une contrainte, alors que c'est une chance merveilleuse. Hein, dans un précédent livre, vous m'aviez interrogé aussi sur les bonobos. Mais oui, je nous disais ne sommes pas des bonobos. Créature et créateur. Oui. Créateur, la règle nous fait créateur. C'est la règle qui nous fait créateur. Et l'absence de règle nous laisse créature. Mais c'est pas du tout vécu comme ça par beaucoup de gens aujourd'hui. Mais parce que l'école n'affiche pas de façon claire. Hein, la grammaire, pour moi, c'est vraiment quelque chose que l'on doit expliquer aux élèves comme une chance exceptionnelle de créer des mondes que nos yeux ne voient jamais. Toute la poésie repose sur une grammaire forte, contrairement à ce qu'on croit. On croit que... prenez certains poèmes de Char, sont des poèmes qui ne pourraient pas envoyer des images complètement incongrues, folles, etc., si la grammaire n'était pas là pour tenir l'auditeur et lui imposer ces images. Parce qu'évidemment, à la pente douce, qui est la pente du laisser-faire, ira toujours vers le conformisme et quelque chose qui n'a strictement aucun intérêt. Donc, ça vaut aussi hein, pour les règles de civilité. Hein. Et il est clair que les règles de civilité, il faut aussi les expliquer. Hein. Pourquoi est-ce qu'on se lève quand le maître arrive ? Ça n'est pas une contrainte. On le fait toujours ? Parfois, très rarement. Mais prenons ça, mais pourquoi on ne fume pas, par exemple, dans le train ? On ne fume pas dans le train parce que c'est la relation aux autres qui fait qu'on les respecte et que par conséquent on ne va pas les enfumer. Ça n'est pas un abus, c'est une règle. C'est une règle qui permet de... Mais quand vous dites qu'il faut distinguer entre insuffisance et abus, c'est que les abus, il y en a quand même. Alors quoi ? Les insuffisances et les abus, bien sûr qu'il y en a, mais les insuffisances, en fait, ce qui est le plus terrible aujourd'hui, c'est que l'école, finalement, est arrivée à ne plus vouloir voir les insuffisances de certains et les a confondues avec de la singularité. C'est-à-dire qu'en fait, il n'a pas fait une faute. Il est singulier. Ah d'accord, il n'a pas fait une faute, mais il est singulier. Ben oui, parce que finalement, c'est sa façon de parler. Ah oui, mais attendons, si je n'ai pas compris ce qu'il m'a dit, ben, c'est sa façon de parler, il faut la respecter. Et donc c'est cette espèce de singularité respectable, quelle qu'elle soit, quelle que soit son efficacité, qui fait qu'en fait, aujourd'hui, on a plutôt tendance... J'étais il n'y a pas très longtemps sur une émission de la 5, où j'étais face à quelqu'un qui avait écrit un livre qui s'appelait « Je parle comme je suis ». En gros, tout un programme. Voilà, je parle comme je suis. Et je lui dis, mais vous parlez comme vous êtes
bien, enfin, je veux bien, sauf que, en parlant comme vous êtes, vous vous mettez complètement en marge de la façon dont les gens ont convenu de parler, parce que à force de parler comme on est, on devient des îles qui se détachent les unes des autres, et la société n'existe plus, parce que le langage, c'est la société. Et donc, vous ne pouvez pas dire ça. Et quelle était sa réponse, alors ? Ah, mais vous... grosso modo, vieux réac, quoi. En gros, j'ai bien compris qu'elle me prenait pour un vieux réac. Et je lui ai dit... C'était une femme ? C'est juste parce que je suis un vrai linguiste. Voilà, je suis linguiste. Et je sais ce que la règle arbitraire signifie. Elle nous délivre, elle nous libère, elle ne nous contraint pas. Et donc, mais c'est beaucoup plus charmant de dire, bon, ces pauvres enfants, laissez-les parler comme ils veulent quand même. Mais alors, il y a un débat qu'on va sûrement pas, qui est très actuel, mais qu'on va sûrement pas régler, mais il faut en parler un petit peu. C'est la question de la laïcité. Quand vous dites la laïcité féconde la spiritualité, elle doit choisir l'universel qui rassemble contre les croyances qui divisent. Mais alors, ça, c'est quelque chose qui est très difficile en ce moment. C'est un débat grave. C'est un débat grave parce qu'il est mal compris. On confond spiritualité et religion. Mais la spiritualité n'est pas la religion. La religion n'est qu'une façon d'essayer désespérément d'atteindre la spiritualité. Malheureusement, comme les religions ont tendance à privilégier les rituels, les accoutrements, les noms des uns et des autres, plutôt que la vraie spiritualité qu'elle est censée contenir, ces religions, en fait, ne devraient pas s'opposer à la spiritualité. Mais la spiritualité dépasse les religions. Mais qu'est-ce qu'une école laïque aujourd'hui pour Une vous ? école laïque aujourd'hui, c'est une école qui a décidé de ne pas se plier à des dogmes qui tombent d'en haut. Alors on me dit, ah oui, mais il y a les programmes. Oui, c'est vrai. Mais les programmes sont suffisamment souples et suffisamment ouverts pour que ça ne soit pas un dogme absolu, hein, qui vous dise comment se lever le matin, comment se laver les mains, comment, etc., etc. Et donc, la question de la spiritualité, c'est une question qui, je dis dans le livre à un moment donné, la spiritualité, c'est regarder vers le haut même s'il n'y a personne. C'est-à-dire, c'est cette idée humaine qui est de dire je ne peux pas ne pas espérer quelque chose. Mais à l'école aujourd'hui, c'est pas tellement la spiritualité qui est en question, il y a quand même des heurts religieux, non ? Des heurts religieux, mais parce que l'école a abandonné la spiritualité, c'est pour cela qu'en fait, il ne reste plus que les combats, que les guerres de religion. Et vous dites aussi qu'il y a une sorte de lutte de classe grammaticale, mais c'est un peu ce que vous disiez tout à l'heure sur « je parle comme je suis », c'est une lutte de classe grammaticale. Oui, c'est ça, tout à fait. Mais la lutte de classe grammaticale, alors là, ça j'en parlais à propos de l'écriture inclusive, en disant que, bon, il est ridicule de vouloir faire de l'opposition singulier pluriel dans la langue, qui sont des classes grammaticales, tout simplement. Hein, et vous avez vu que tous les hommes politiques toutes et tous, celles et ceux, toutes et tous. Alors, moi, je refuse ça. Moi aussi. Voilà. Mais bien. On se fait mal voir. On va faire un club. On se fait très, très mal voir. Alors, je voudrais quand même que... Parce que Louise me dit que... Quand même, on va vers la fin. Mais je voudrais quand même que vous parliez de ces établissements hors contrat dont vous dites que vous êtes très hostile, mais je ne sais pas très bien ce que ça signifie, ces établissements hors contrat. Est-ce que vous pouvez expliquer ? Alors, il y a l'école publique. Oui, ça, bon, très bien. Donc, il y a des écoles privées. Des inspecteurs, etc. Il y a l'école privée sous contrat, qu'elle soit juive, qu'elle soit catholique, elles sont etc. validées, enfin, elles se plient au programme, elles sont inspectées de façon régulière, etc., etc. Et par conséquent, je trouve ça tout à fait... ça, au contraire, je veux dire, c'est un enrichissement. C'est un enrichissement. Hein. D'autant plus qu'il est clair que la religion n'est que
en plus éventuellement pour ceux qui. Et par conséquent, ces écoles ne sont pas des écoles religieuses au sens le plus clair du terme. Elles sont privées, mais sous contrat. Et puis il y a les écoles privées hors contrat. Et ça, ce sont des écoles, ça peut être des écoles à la maison, ça peut être des écoles dans des garages, ça peut être tout ce qu'on veut. Elles n'obéissent à aucune loi, à aucune règle, à aucune déontologie. Elles peuvent être prôner le prosélytisme le plus fort, elles peuvent être des écoles qui n'enseignent que la religion. Et moi, je le dis très clairement, je suis pour la suppression rapide et absolue de ces écoles hors contrat. Vous pensez qu'il faut les interdire? C'est contraire à l'esprit de la République. Il faut les supprimer pour celles qui existent. Toute complaisance serait malsaine. Je voudrais qu'on conclue comme vous concluez, parce qu'on me fait signe qu'il faut conclure. Vous dites que ce n'est pas l'école qu'il faut sauver, c'est l'école qui nous sauvera. Vous y croyez vraiment? Oui, bien sûr. Oui, je crois vraiment que si l'on veut bien prendre en compte un certain nombre des conseils que ce livre propose, je pense que l'école nous sauvera. Pour cela, il faut la sauver. Donc il faut sauver l'école pour qu'elle nous sauve. C'est-à-dire qu'en fait... C'est comme je disais au départ, c'est un livre de commandements. C'est les 16 commandements. Les 16 commandements, non pas 10, mais 16 commandements pour l'école. Pas pour sauver l'école, mais pour faire grandir l'école, pour l'école. Voilà, pour que l'école grandisse et que nos enfants grandissent en allant à l'école. Absolument. Et soyons positifs, on va y arriver. Oui, Moi, je vous remercie beaucoup, Alain Bentolila. Et puis je remercie Louise Josiane. Denis pour la réalisation. Et puis maintenant, le journal de Rudi Saada. À bientôt.